Bonjour Alexandre de Laval. Bonjour Yves. Alexandre, c'est un plaisir de te retrouver une nouvelle fois. On te retrouve, alors on était à l'origine prévu dans le cadre de la journée du data center, et puis l'actualité était tellement riche, et tu vas nous le rappeler après, en particulier pour Data4, que tu n'avais pas pu y participer. On a eu le plaisir quand même d'interviewer Linda Lescuyer. Les personnes qui nous écoutent pourront, s'ils le souhaitent, regarder la vidéo qui nous explique les investissements de Data4 en matière de modernisation, de rétrofit et de transformation des data centers existants. Donc, mais là, aujourd'hui, on va parler un peu, faire un point et en profiter pour faire un point sur l'évolution de Data4, surtout que vous avez une actualité qui est extrêmement riche, et je pense qu'il est intéressant qu'on sache un petit peu où vous en êtes et où vous allez aller, sans bien évidemment dévoiler certains secrets, j'imagine. Alors, on va rappeler, Alexandre, que tu es le patron de Data4 pour la France, tout simplement. Exactement, tout à fait. Rappelle-nous qui tu es et où on est Data4 aujourd'hui. Écoute, déjà, en tout cas, merci, merci de pouvoir participer à cet échange. En tout cas, c'est toujours très intéressant de pouvoir échanger avec toi sur l'activité en général et sur le business de DataCat en particulier. Donc, là où nous sommes effectivement déjà depuis un petit moment très actifs en Île-de-France, notamment sur nos sites historiques que sont Part 1 et Part 2 sur la commune de Marcoussis, où nous sommes en train de continuer à déployer nos nouveaux data centers. Donc là, on a effectivement travaillé sur deux types de projets, c'est-à-dire que on est vraiment sur des gros data centers désormais de 15-30 mégawatts, avec une volonté effectivement de pouvoir amener notamment ce site emblématique qui est Part 1 à 250 mégawatts. Donc ça crée effectivement beaucoup d'activités sur le site. Ça repositionne, ça continue de positionner DataCat en tant que bon leader sur le marché en France, mais également c'est le cas sur les autres pays sur lesquels nous sommes installés. Et la volonté claire de pouvoir continuer à développer des gros sites, des campus. Nous en avons la genèse et c'est ce que nous continuons à déployer sur les différents marchés sur lesquels nous sommes présents, de sorte à passer de ces 250 mégawatts sur le site de Part 1, quelques mégawatts sur le site de Part 2, mais surtout une volonté d'aller déployer de nouveau 250 mégawatts sur ce futur site que l'on appelle Part 3, que l'on a lancé effectivement à la presse et en présence du ministre Laurent Saint-Martin courant mai. Donc, c'est ce qui a fait que notre rendez-vous ensemble courant mai a dû être un petit peu reporté. Donc, de sorte à proposer ce nouveau campus 100% dédié à l'intelligence artificielle avec un développement à 2 milliards d'euros au total, donc pour amener le site à pleine charge, et ce qui nous permettra, en tout cas, c'est l'ambition que l'on se donne, de pouvoir déployer 500 mégawatts d'un hub numérique dans le sud de l'Île-de-France avec ces trois sites, permettant justement de pouvoir satisfaire la croissance de nos clients, tant sur les infrastructures de cloud telles qu'on les connaît aujourd'hui, que sur l'intelligence artificielle telle qu'on le verra dans les prochains mois. Tout à fait. Euh, En parallèle de cette transformation et de cette évolution, votre principal actionnaire, qui est Brookfield, a également fait des annonces lors de Choose France, Absolument. qui rejoignent en fait ce qui avait déjà été entamé lors du summit sur l'IA, Mhm. qui avait été animé par le président de la République. Vous en êtes tous sur ces annonces aujourd'hui, parce que ce sont des projets importants et qui vont caractériser pour Data4, d'après ce que j'ai compris, une évolution en dehors du territoire parisien. Exactement. Il y a eu effectivement de très belles annonces qui confirment la confiance de notre actionnaire et l'élan autour de l'activité des data centers et en particulier pour des entreprises françaises comme Data4. L'ambition de notre actionnaire, donc Brookfield, comme tu l'évoquais, est d'investir 20 milliards d'euros en France d'ici 2030, dont 15 milliards exclusivement à travers Data4. Donc mécaniquement, ça nous laisse effectivement des perspectives de croissance incroyables. Les 500 mégawatts dont je parlais juste avant, entre par 1, par 2, par 3 en région parisienne, l'objectif, c'est de porter ces 500 mégawatts à 1,5 gigawatt d'ici 2030. Donc, bien sûr que tous les sites ne seront pas encore en production. En revanche, le pari qu'est le nôtre, l'ambition qu'est la nôtre, c'est de pouvoir effectivement disposer de foncier et de ressources électriques nous permettant de satisfaire cet objectif. Et tu as raison, Yves, nous sommes très présents en Île-de-France avec les sites dont je parlais. Il y a une volonté de continuer à nous développer en Île-de-France, donc ce qu'on pourra appeler communément un futur par 4. Donc l'objectif pour nous, c'est
globalement de pouvoir tendre vers 700-800 mégawatts de puissance électrique installée en Île-de-France, donc qui renforcera encore notre position de leader sur le marché, et également d'aller chercher d'autres territoires de sorte à vraiment proposer une offre nationale d'envergure à la sauce Data 4 avec probablement 2 autres régions en dehors de l'Île-de-France, dont notamment, puisque effectivement la presse en a parlé, un intérêt tout particulier pour les Hauts-de-France. Tout à fait. Alors, Alexandre, je voudrais qu'on relativise un petit peu toutes ces annonces parce que elles sont importantes et puis elles marquent également une évolution sensible des data centers vers l'IA et les infrastructures d'IA, c'est-à-dire la capacité à accueillir ces infrastructures d'IA. On va y revenir. Mais avant, parlons un peu de l'humain. Tu es le patron France. Ça fait quel effet de se trouver avec à la tête de 15 milliards qu'il va falloir dépenser? Est-ce que c'est pas quand même quelque chose qui est un peu stressant? J'aimerais qu'on parle un peu de cet aspect humain qui me semble important. Alors écoute, moi je suis chez Datacat depuis 10 ans, donc c'est un développement incroyable et effectivement, alors bon, c'est un investissement d'entreprise, hein, c'est une mobilisation globale de toutes les parties prenantes dans l'entreprise qui vont faire qu'à nous tous, on va pouvoir effectivement arriver vers cet objectif que l'on s'est fixé. Personnellement, puisque c'est ta question, c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, j'ai rejoint DataCat en 2016. On avait en production 5 ou 6 data centers. On est en train de livrer le 23e en région parisienne. On a une volonté de tripler la plateforme d'ici quelques années maintenant. Et 2030, c'est demain. J'adore les challenges, j'adore l'aventure humaine, effectivement, que l'on vit depuis un moment maintenant et que l'on va continuer de vivre et de la déployer massivement en France à travers effectivement ce concept de plusieurs régions. Donc personnellement, c'est très excitant. C'est un challenge très audacieux que moi personnellement et mes équipes sommes ravis de pouvoir relever et ça nous donne effectivement un élan incroyable pour justement aller satisfaire cet objectif. Donc vraiment, c'est une histoire incroyable. Mhm. Est-ce qu'on dort toujours aussi bien? C'est un métier stressant, c'est une activité que l'on dit mission critical. Donc, comme son nom l'indique, c'est une action de tous les instants. L'entreprise se développe énormément. On a de plus en plus de personnes, hommes et femmes dans l'entreprise, qui sont très compétents et très compétentes, qui justement s'assurent à tous les niveaux d'avoir d'une part cet objectif mission critique, fonctionnement 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc oui, effectivement, parfois, on dort un tout petit peu moins bien parce que forcément, l'activité est un petit peu stressante, mais on a le savoir-faire, on a un actionnaire qui nous fait confiance, on a l'envie de faire. Et effectivement, juste la combinaison de tout ça fait que, à nous tous, il y a un élan vraiment solidaire et surtout très compétent dans l'entreprise qui fait que, au fur et à mesure des développements, on dort un tout petit peu plus sereinement. Je ne vais pas dire tranquillement, mais déjà plus sereinement. Ok, merci Alexandre. Alors, je voulais donner cet aspect humain quand même à notre entretien et puis c'est quelque chose qu'on évoque rarement. Donc merci d'avoir accepté de répondre à ces Et questions. tu sais, On va Yves, revenir sur excuse-moi les projets maintenant. pour compléter là-dessus, Oui, les data centers en général et toute l'activité qui gravite autour de nous, c'est des hommes et des femmes, hein. Donc, on a absolument besoin de traiter oui, le facteur oui, humain, qui est juste l'élément incontournable pour garantir le succès de tout ce que l'on est en train de construire. oui. Et tu sais que c'est un point important que nous supportons sur Data Center Magazine, puisque depuis l'origine, on a toujours donné la parole aux hommes et aux femmes. Et oui, en effet, et merci de le rappeler. Revenons maintenant sur les projets. On sait que une partie. Alors, moi j'aimerais avoir un peu une idée de comment tout cela évolue. On parle beaucoup de l'IA. Donc, derrière, on sait que ça nécessite des infrastructures spécifiques et des adaptations. Une particularité, par exemple, c'est de passer du refroidissement à air, que l'on trouve partout dans les data centers, à un refroidissement à eau ou à liquide qui est plus adapté à des infrastructures de haute densité, etc. Dans le même temps, quand même, vous avez des clients qui restent quand même fidèles à leurs activités, qui sont plutôt tournés vers la donnée, vers le cloud également, sur des infrastructures plus réduites. Est-ce que vous avez une idée, quand on annonce un 15 milliards d'investissement de Brookfield avec une orientation très forte sur l'IA, j'imagine que tout ne va pas aller à l'IA. Comment évoluent vos clients, les demandes des clients, et donc comment vous adaptez à ça
Et est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi, à un moment donné, où il va y avoir un problème d'équilibre à trouver? C'est un bon point. Nous, ne serait-ce que déjà pour lister, ou en tout cas définir un petit peu le type de client qu'on adresse. On adresse aussi bien effectivement des fournisseurs de contenu, fournisseurs de cloud et demain fournisseurs d'intelligence artificielle français, européens, internationaux, mais également, pour revenir sur ton point, des entreprises finales utilisatrices qui sont certes de plus en plus denses et qui ne sont peut-être pas encore forcément au niveau de densité attendu par cette première catégorie de clients. On travaille aussi beaucoup avec des ESN qui sont un petit peu entre les deux en termes de densité et les opérateurs. Donc c'est vrai que quand on tire un trait effectivement sur le type de client que l'on est amené à adresser aujourd'hui et que l'on souhaite toujours adresser demain, tu dois effectivement trouver le bon compromis entre la densité. En réalité, vu le type de site que l'on adresse, c'est pas tant un compromis par site qu'il faut réussir à trouver, mais c'est plutôt être en capacité permanente de pouvoir proposer des solutions qui correspondent à ces différents corps de métier. Exemple, par un, Mmh. on a grosso modo une moitié du site qui est résolument plus pour des entreprises finales, des opérateurs et des ESN, et une autre moitié qui est plus sur des fournisseurs de contenu. On a une densité qui est différente entre, on va dire, ces différents bâtiments, parce qu'on a cette chance que d'avoir plusieurs bâtiments qui confèrent effectivement à notre site cette notion de campus, qui permettent justement de trouver un intérêt technologique, technique, en fonction des différents types de clients, sans pour autant avoir dû déployer des infrastructures ultra denses, ultra coûteuses, pour au final des clients qui sont en pleine maturité et qui ont besoin d'une densité qui soit inférieure. Donc l'objectif pour nous, c'est de trouver ce juste milieu, encore une fois, non pas seulement au niveau d'un site, mais au niveau des campus que l'on est amené à gérer. Et typiquement, quand on prend entre par 1, par 2 et par 3, ben voilà, on a trois typologies différentes. Par 1, c'est ce que je disais, on a un mix entre de la densité, somme toute assez classique et que l'on continue à améliorer, et de la plus haute densité. On a un par 2 qui est sur une densité, somme toute assez traditionnelle, mais avec une particularité puisqu'on a installé une infrastructure de refroidissement liquide avec notre partenaire industriel OVH. Et on a par 3 qui, lui, pour le coup, au moment où on se parle, est encore résolument orienté intelligence artificielle, mais les technologies permettent aussi de se dire, peut-être que je n'irai pas aussi loin que prévu dans la densité et dans le refroidissement liquide, et nous proposerons peut-être dans un premier temps une infrastructure hybride qui permet de faire du refroidissement air et du refroidissement liquide pour justement gérer cette montée, cette maturité du marché et pouvoir malgré tout répondre à un profil de client relativement divers. Tout à fait. D'ailleurs, l'hybridation, elle est même sur les baies d'IA, où on sait qu'on doit maintenir Exact. encore un refroidissement à air sur une partie des équipements, hein. En effet. Est-ce que ça, c'est une telle expansion, parce que c'est une belle progression, ce que vous annoncez, c'est quand même quelque chose de remarquable, hein, un rythme élevé, qui est toujours d'ailleurs celui qui a été celui de DataCat, hein. Moi, j'ai le souvenir, à chaque fois qu'on va vous visiter sur place, le, la configuration change. Il y a toujours de nouveaux bâtiments, de nouveaux data centers. C'est systématique. Donc d'ailleurs, il faudra qu'on y retourne, hein, puisqu'il faut qu'on fasse un point là-dessus. Tu es toujours le Cela dit, bienvenu, Yves. et si on parlait... Merci. Mais c'est pour nos lecteurs, hein, je le rappelle. Bien sûr. Cela dit, rappelons que derrière, il faut des femmes et des hommes. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de les trouver, de les recruter, de les former? Ça fait quelques années qu'effectivement le constat sur ce sujet-là est que c'est un secteur en tension. Il y a de plus en plus de développement, que ce soit des opérateurs de data center, que ce soit des clients finaux qui développent leur propre data center. Il est vrai que l'on gravite tous autour de cette même recherche de profils techniques, dits, comme je l'évoquais tout à l'heure, plutôt mission critical, donc qui comprennent bien ce mindset de criticité des infrastructures et opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc pour faire très simple, oui, il y a une vraie tension sur le recrutement depuis plusieurs années. C'est pas garanti que les choses s'améliorent. Les talents sont nombreux, mais pas en quantité suffisante par rapport au développement que l'on a tous sur le secteur.
le secteur du data center et voilà, l'écosystème qui gravite autour se développe énormément. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas effectivement de cursus bien spécifique sur le data center. Alors oui, il y a une multitude de compétences, mais c'est vrai que ça reste quand même une vraie difficulté. Donc c'est important pour des gens comme nous, mais comme les autres, bah, de retenir les collaborateurs et les collaboratrices, de les faire évoluer, de les former, de garantir l'attractivité de l'entreprise pour ces différents profils et surtout d'être en capacité permanente de pouvoir aller chercher, malgré tout, malgré le fait que voilà, ça reste encore un volume fini, d'aller se rendre le plus attractif possible sur le marché dans la quête de nouveaux talents. Donc oui, ça reste très tendu, on le sait tous, on s'accorde tous à le dire. On crée beaucoup d'emplois par ailleurs, mais c'est vrai que d'un point de vue alimentation en type de ressources internes, ça reste quand même compliqué, mais on y arrive. On y arrive. Nous, avec la croissance que l'on a, c'est beaucoup d'actions que l'on anime avec les ressources humaines, avec des partenariats avec des écoles, avec l'écosystème encore au sens large, où on a différentes parties prenantes avec lesquelles on est amené à travailler aussi pour combiner nos efforts et essayer d'aller être encore plus séduisant sur le marché. Bref, il y a un certain nombre de solutions mises en place pour toujours pouvoir essayer de garantir le recrutement en temps et en heure par rapport à la croissance que l'on a et aux différents data centers que l'on est amené à développer sur le marché. Tout à fait, tout à fait. Et puis en rappelant également que DataCat a été assez pionnier en la matière pour recruter également des femmes sur des postes qui sont très, très masculins historiquement. Absolument. On va le rappeler également. Alexandre, merci pour cette transparence et continue un petit peu d'évoquer quand même la transformation, puisque alors on va l'évoquer sur deux thèmes. Le premier que j'aimerais évoquer avec toi, quand on voit l'émergence de l'IA en l'espace de 2 ans, elle a tout basculé, tout entraîné, à un tel point qu'on est obligé aujourd'hui je dirais, de modifier les paradigmes du data center. On ne conçoit plus aujourd'hui un data center comme on le concevait il y a encore quelques mois, hein, on peut le dire. Est-ce que c'est pas quand même lourd à gérer et comment on peut y arriver? Parce qu'on sait qu'un data center, ça va mettre des années à être conçu, à avoir toutes les validations, hein, parce que ça, c'est aussi un problème réglementaire également, et ensuite construit. Et puis, on arrive à un moment où on lance un projet, et puis dans 4, 5 ans, bah, la destination elle va être différente. Comment vous le gérez? On parle beaucoup aussi de modularité, de choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs sujets, effectivement, Yves. Déjà, ce qui est super important, et ça, c'est ce que l'on s'attache à faire quand même depuis très longtemps, il faut rester très proche de ses clients. C'est-à-dire qu'il faut comprendre leurs enjeux et surtout les enjeux d'aujourd'hui, mais avant tout les enjeux de demain. Parce que tu l'as très bien dit, un data center, ça prend du temps à être conçu, ça prend du temps à être construit, ça prend du temps à être mis en place et ça dure pendant très longtemps. Donc, quand on combine tout ça, effectivement, ça sert à rien de déployer des solutions qui, dans 5 ans, seront head of life. Ça, c'est pas du tout notre credo. En revanche, écouter nos clients, se nourrir de nos clients. Comment est-ce que eux voient les choses? Quelles sont les technologies? Et ce que l'on fait avec nos clients, on le fait avec nos partenaires. On a tout un écosystème, effectivement, d'entreprises de conseils qui nous accompagnent, de constructeurs. L'objectif, et ça fait plusieurs fois que je te parle d'écosystème, c'est vraiment de se nourrir de cet écosystème le plus possible pour identifier les tendances, mais non pas des tendances qui, potentiellement 2 ans plus tard, seront dépassées, des tendances de marché qui correspondent à ce que nos clients nous disent, qui correspondent à ce que les différents partenaires avec lesquels on travaille entendent et ce sur quoi ils travaillent aujourd'hui, parce qu'eux-mêmes travaillent sur des technologies pour les mettre en place dans 2 ans, dans 3 ans, de sorte à justement qu'on soit tous alignés sur ce même cycle. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous. Il y a beaucoup de travail au niveau de nos équipes design interne, au niveau de nos équipes de construction, de sorte à justement être en capacité de pouvoir répondre favorablement au marché d'aujourd'hui. On va se dire c'est facile puisqu'on le connaît tous, mais surtout au marché de demain, avec notamment cette émulation autour de l'intelligence artificielle que l'on voit tous arriver et pour lesquelles on doit absolument se tenir prêt, quand bien même on n'a peut-être pas tous les paramètres en main non plus. L'objectif, c'est en plus de tout ça, donc toute cette phase de planification, c'est d'avoir aussi ce coefficient de flexibilité qui nous permette
en fonction, bah, voilà, en fonction d'un changement de type de client, d'une technologie ou autre, d'être en capacité malgré tout de pouvoir intégrer, modifier, ajuster des travaux qui auraient pris quelques temps auparavant pour vraiment s'assurer qu'on livre quelque chose qui déjà corresponde clairement aux attentes de nos clients, que l'on sache exploiter et qui nous permettent justement d'être sereins pendant plusieurs années, les nombreuses années qui vont suivre dans la durée de vie du data center. Alors, dernier sujet à évoquer tout de suite. Avec Linda, on l'a évoqué également. Hein, on va rappeler avec Linda Lescuyer. On va inviter les gens à aller sur le site Journée du Data Center et à voir sa vidéo où elle nous a parlé de quelque chose qui est important aujourd'hui, c'est le rétrofit. Ouais. Or, il se trouve que quand on regarde, chez vous, il y a ce qu'on appelle par 1. Le premier data center, il a combien? 15 ans, je crois. Ça doit être à peu Le près premier ça. data center, il date de 2007, donc tu es presque pas loin des 20 ans. Ouais. Ouais, pas loin des 20 ans. Et vous êtes rentré dans une phase de rétrofit. Alors là encore, c'est une nouvelle révolution. C'est-à-dire qu'on part d'un existant qui commence à être fortement vieillissant, et c'est logique, parce que les technologies évoluent tellement vite, etc., qu'aujourd'hui, ce sont des data centers qui ne sont plus adaptés aux attentes en termes d'efficacité énergétique, de refroidissement, etc. etc. Alors là encore, voilà un sacré chantier qui s'annonce. Et que Exactement. vous avez engagé. On l'a engagé et c'est vrai que moi, je l'ai porté effectivement avec les équipes opérationnelles. Il y a une opportunité, c'est-à-dire qu'on a eu un client qui a réduit son emprise pour migrer massivement dans le cloud. On a saisi l'opportunité de stopper la commercialisation des espaces disponibles pour justement passer 18 mois à travailler sur le bâtiment, donc tant en phase étude qu'en réalisation, pour améliorer l'efficacité énergétique, changer certaines technologies, reprendre changer différents éléments structurants dans le bâtiment, retravailler l'espace de la salle informatique, les luminaires, bref, travailler dans un environnement, alors certes contraint, mais c'était absolument nécessaire pour pouvoir proposer à nos futurs clients de ces espaces-là une tranquillité d'esprit aussi, parce qu'on a pris en compte les nouvelles technologies, l'objectif de l'efficacité énergétique, donc la diminution du PUE, parce que forcément, un data center qui a 18-20 ans, on attend un PUE différent aujourd'hui. Donc ça, c'est nécessaire et ça montre aussi l'engagement de l'entreprise autour de cette efficacité énergétique et ce développement durable. Donc c'est quelque chose que l'on a mis en place. Donc ça nous a pris effectivement 18 mois de sorte à proposer à nos clients ces nouveaux hébergements dans un bâtiment, certes, voilà, qui a quelques années, mais qu'on a retravaillé ou en tout cas qu'on a complètement ravalé à l'extérieur, qu'on a retraité complètement à l'intérieur, les changements de technologie que j'évoquais, la volonté de diminution du PUE pour vraiment montrer cet indicateur ultime qui rythme la performance du bâtiment. Et c'est ce qui nous a permis très simplement, à travers quand même une grosse phase de travaux, de pouvoir recommercialiser ce bâtiment-là quasiment instantanément avec un vrai succès. Donc c'est vrai que nous, ça a ouvert un petit peu la porte à ces différentes opérations que du coup on reproduit au gré des technologies et des besoins sur les autres bâtiments. Donc on sait que là, on a ouvert la porte à une phase de rétrofit de certains bâtiments, encore une fois motivés par l'efficacité énergétique et la volonté de proposer à nos clients des offres. Alors les bâtiments fonctionnent très bien encore, et c'est vrai que pour un client qui va nous confier son hébergement pour les 10-15 prochaines années, c'est encore plus rassurant de se dire qu'ils arrivent après une phase de travaux qui a permis de retravailler et d'améliorer les composantes principales de ce bâtiment. Tout à fait. Alors, on a parlé un petit peu de l'histoire de DataCat et de son prolongement. Pour conclure, si on terminait sur un peu de prospective, qu'est-ce qui, je dirais, qu'est-ce qui fait rêver DataCat aujourd'hui? On peut peut-être parler, par exemple, du pilotage du data center. Vous travaillez beaucoup sur l'IA également. Vous travaillez beaucoup sur l'environnement. Donc, qu'est-ce qui fait rêver DataCat dans une vision d'avenir? Et peut-être ce qui fait rêver Alexandre Delaval. Alors, ce qui fait rêver DataCat, c'est l'ambition qu'on a indiquée en introduction, effectivement. C'est la volonté de continuer à accompagner nos clients selon les différents profils de clients que j'évoquais tout à l'heure, plus largement en France.
Il y a une vraie volonté de notre part de continuer à consolider nos positions globalement sur les différents marchés sur lesquels nous sommes présents et en particulier en France. Nous sommes un acteur français, on a un attachement tout particulier à la France, donc il y a une vraie volonté claire et assumée, encore une fois, de continuer à nous développer pour le bien de nos clients. Euh, il y a un gros moteur d'innovation chez nous aussi. On commence à en porter les fruits. Bon, voilà, on a parlé du refroidissement liquide dont tu parlais tout à l'heure. Bon, voilà, c'est une tendance de marché, c'est important de le faire. On a travaillé aussi sur d'autres types d'innovations beaucoup plus disruptives comme le data center biocirculaire. Donc, il y a une vraie volonté aussi de notre part de marquer, on va dire, euh, le marché de la capacité d'innovation que DataCat est capable de mettre au profit de ses clients et de ses bâtiments. Et alors, ce qui fait rêver Alexandre de Laval, je vous dirais, on vit une époque assez incroyable. On est passé effectivement d'une visibilité sur des services de cloud divers et variés à des capacités de data center souhaitées pour satisfaire aux demandes d'intelligence artificielle qui sont exponentielles. Quoi dire de plus? On est dans une entreprise incroyable. On a la capacité et les moyens de pouvoir multiplier par 3 le business que l'on fait aujourd'hui. C'est un challenge incroyable. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'entreprise et je m'y vois encore pendant quelques années. Ok. Merci Alexandre. Merci Yves.